Donc ici, on va encore s'intéresser à cette question de la croissance économique, hein. Quelles sont les sources de la croissance économique? Donc ici, pour répondre à cette problématique, on va d'abord s'intéresser aux mots-clés. D'accord? Quels sont les mots-clés? On a quoi comme mots-clés? On a d'abord les sources, d'accord? Sources de la croissance, et on a la croissance économique. Donc, on peut faire deux parties. C'est au choix. Donc, premièrement, on va se proposer d'y répondre en deux parties. Donc, dans un premier temps, nous allons d'abord parler de la croissance économique, définir cette croissance. Et dans un second temps, nous allons parler des sources de croissance économique selon les systèmes économico-politiques des pays. Donc, nous voici sur cette première partie, la croissance économique. Donc, pour parler de la croissance économique, on peut déjà partir sur ce que nous voyons dans les médias. Dans les médias, qu'est-ce qui se passe? On nous parle souvent, pour parler de la croissance économique, on nous parle des taux de chômage, de l'inflation, la hausse des prix. On nous parle aussi des lois, voilà, des lois et des circulaires qui sont mises en place par une politique particulière d'un pays ou d'un gouvernement. Est-ce que ça attire ou pas les investisseurs? Et ou est-ce que ça engendre des délocalisations, par exemple les Brexit et les effets de Brexit sur un certain nombre d'entreprises? Ensuite va venir, et vous avez vu aussi ce qui s'est passé en Catalogne, hein, à Barcelone, etc., quand David Puigdemont voulait quitter l'Europe. Vous avez vu ce qui s'est passé quand il demandait leur autonomie. Et dans les mêmes informations, donc dans les médias, on voit aussi que quand il s'agit des pays non développés, on va parler, quand on parle des croissances économiques, qu'est-ce qui va se passer? On nous parle de la dévaluation de la monnaie, d'accord? La disette, la rareté, de certaines denrées alimentaires, la famine, le taux de chômage, l'inflation, d'accord? Qui est aussi donc la hausse des prix. Et on nous parle de tous ces indicateurs. Pourquoi? Pour qu'on puisse évaluer, approcher cette croissance économique. D'accord? Donc, parmi les indicateurs clairement identifiés, nous avons le PIB. D'accord? Le PIB, c'est quoi? C'est le produit intérieur brut. D'accord? C'est le principal agrégat, hein, de la comptabilité nationale. Ça permet de mesurer. D'accord? Mesurer quoi? La richesse d'un pays. Tout à fait. Donc, la valeur de la production d'un pays en une année. Attention, c'est en une année. Donc, l'unité ici, c'est une année. C'est calculé en additionnant des valeurs ajoutées créées par l'ensemble d'agents économiques, hein, résidant, par exemple, dans un pays. Et ça va se composer en PIB marchand et PIB non marchand. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le produit intérieur brut, il y a aussi des services qui sont rendus par des bénévoles. Est-ce que vous comprenez? Et qui parfois ne sont pas tenus compte. Ce n'est pas que des valeurs marchandes. OK? Il y a aussi d'autres indicateurs dont on peut citer l'IDH. C'est quoi l'IDH, par exemple? Indicateur développement humain. Tout à fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? On peut l'évaluer comment? Sous trois critères, lesquels? L'espérance de vie. L'espérance de vie. Le PIB. Non. Le revenu brut par habitant et le niveau d'instruction. Là, ça vous montre déjà l'importance d'avoir, bien sûr, de l'argent, mais aussi un système de santé fonctionnel, même si c'est basé sur la médecine traditionnelle, ok, des ancêtres ou autres, tant que c'est organisé, ça rentre dans l'espérance de vie. On peut dire, si on arrive à le mettre en ingénierie, et c'est scientifique, d'accord, à donner une méthodologie claire. Et le niveau d'instruction n'est pas à négliger. Donc, si les gens étudient, apprennent, partagent des connaissances dans un pays, que ce soit via un système associatif ou autre, les gens arrivent à apprendre. Tant qu'il y a apprentissage, il y a transmission des méthodes, il y a partage de connaissances et échange sur les expériences, il y a instruction. Donc il ne faut jamais négliger ça quand on veut faire développer un pays. Peu importe le lieu ou l'endroit du pays en question. Et donc là, nous venons de voir les indicateurs. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette partie où on veut définir la croissance économique? On peut voir aussi que les pays accusent plusieurs croissances différentes. D'accord? La croissance de la Chine, par exemple, a été longuement, début des années 2000, même 2010, à deux chiffres alors qu'on traversait une période de crise. Les deux chiffres, on dit two-digit growth en anglais.
Donc, les anciens pays industrialisés, on peut citer les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, même parfois le Japon et l'United Kingdom. Là, la croissance est un peu plus ralentie, d'accord? On est plus à un chiffre. Il y a même, parfois, on avait des pays qui n'étaient pas à un chiffre du tout. C'était à 0, quelque chose. Les pays en voie de développement, une croissance un peu plus grande. Là, c'est vraiment unitaire, hein. Mais là aussi, ils partent tellement de loin que c'est un peu difficile. Mais il y a des pays qui sortent du lot, tels que l'Inde en Asie, le Brésil en Amérique du Sud et en Afrique. On peut citer le Nigeria. Très bien. Ensuite, donc sur la deuxième partie, ici, on va aller voir réellement les sources de croissance. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On a vu qu'on peut approcher les sources de croissance économique grâce aux indicateurs et en observant aussi la croissance des pays grâce à ces indicateurs-là. Et maintenant, on peut parler clairement de la source de croissance dans les systèmes économico-politiques. Donc déjà, qu'est-ce qui est à la source de cette croissance? Autrement dit, qu'est-ce qui est à l'origine de la croissance dans un pays? Ce sont les... nous en avons beaucoup. Déjà, l'organisation de la société. Tout à fait. Donc, l'organisation de la société est à l'origine de la croissance d'un pays. Donc, l'organisation de la société, c'est l'école. Mais attention, quand on dit l'école, ce n'est pas que s'asseoir et étudier les mathématiques. Les élèves qui vont s'asseoir pour étudier, par exemple, la gestion des déchets dans un pays, comment organiser l'agriculture dans un village, comment traiter l'eau, comment faire en sorte d'organiser l'économie, la distribution de la nourriture. Toute cette organisation-là fait partie de l'organisation. Et l'école, ce n'est pas que être là, te donner un brevet, un diplôme d'État. Toute cette organisation-là, c'est fait partie de l'école. Dans les sociétés, par exemple, bantoues, dans des villages, on apprenait aux enfants d'aller faire l'agriculture, faire l'élevage, et à l'âge adulte, pas des enfants à très bas âge, mais des enfants qui étaient devenus conscients, et à l'âge adulte, ces enfants-là pouvaient participer, et participer réellement, puisqu'ils passaient par cette école-là. Est-ce que vous comprenez? Donc l'école, les centres de formation, partout où on peut apprendre, se former, s'informer, ça fait partie de l'organisation de la société. Et les associations, il y a des associations constructives où on peut apprendre, mais aussi il y a les institutions politiques, comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne sans corruption, par exemple? Est-ce que si tu vas à la mairie, tu peux corrompre facilement une personne ou pas? Donc ça fait partie de l'organisation. Okay? Le capital humain, donc la richesse humaine, le nombre d'enfants par famille, mais aussi surtout la main-d'œuvre qualifiée. Ce n'est pas la peine d'avoir 10 enfants si les 10 enfants ne font que le travail de 2 enfants. Ou si 10 enfants dépendent de 2 enfants. C'est bon? Oui. Et donc, le deuxième facteur, c'est le progrès technique avec la mécanisation. Donc, c'est quoi la mécanisation? C'est qu'on va passer des humains qui font un travail aux machines. D'accord? Et troisième étape, c'est le progrès scientifique. Donc là, dans le progrès scientifique, n'oubliez pas les progrès de la médecine, hein, mais aussi il y a toute l'automatisation. Ce n'est plus les machines conduites par des humains, mais c'est des machines qui se comportent de façon automatique, d'accord? Voire autonome. Et en plus de ça, ce progrès scientifique va participer au progrès de la médecine, d'accord? Ok? Et ce qui va augmenter l'espérance de vie, on va pratiquer tout ce qui est préventif, les vaccins, les soins de qualité. Autre chose, il ne faut pas oublier que dans le progrès de la médecine, c'est que la médecine traditionnelle, si c'est très bien organisé dans un village ou dans un pays, ça fait partie des progrès. Donc ce n'est pas à négliger non plus. Ça fait partie intégrante. Il y a l'intelligence collective, d'accord? Mais dans tout ça, le but, c'est surtout de vaincre à la fin. Donc certains préfèrent passer par la chimie des synthèses. Est-ce que, pour l'instant, vous avez compris? Oui. Donc oui, certains facteurs qualitatifs, tels que le progrès technique et la technologie, peuvent accélérer la croissance d'un peuple, d'un État. Cependant, on ne peut pas négliger l'importance de l'éducation, dès l'enfance. C'est pour ça qu'on parle d'école. L'école, ce n'est pas que 4 murs. L'école, c'est ce que j'apprends à l'enfant dès le bas âge. D'accord? L'initiation au traitement de l'eau, la gestion des déchets, l'agriculture, l'élevage. D'accord? L'organisation, toute cette organisation-là, l'organisation humaine, est à la base de la productivité globale. Ce n'est que par la suite que vient la mécanisation, la technologie pour optimiser. Mais la base de tout, c'est l'organisation. Un enfant qui sait se lever le matin, ça fait un adulte qui sait se lever le matin.
l'empathie, comment nous traitons les personnes âgées dans une société. Ça passe par l'éducation. Comment nous aidons les plus faibles, ceux qui ont les moins de revenus. Est-ce qu'il y a une politique de répartition de richesses? Comment nous distribuons? Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Oui.